Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce journal. Les assemblées de printemps des institutions de Bretton Woods à Washington se sont penchées hier après-midi sur l'apport des universités dans la sécurité alimentaire. Le Premier ministre et le vice-président de la Banque mondiale ainsi que les nombreux experts ont convenu qu'il faut des investissements importants pour transformer la structure des économies africaines. La transformation des matières premières, fer de lance de la politique du secteur agricole ivoirien, a été saluée par les participants. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en a donné la substance à sa première journée de travail. Notre envoyé spécial sur place, Adama Kone. Le continent africain dépense 21 000 milliards de francs CFA par an pour l'achat de produits alimentaires. Selon la Banque africaine de développement, ce chiffre atteindra 66 000 milliards de francs CFA en 2030, si rien n'est fait. Pourtant, le continent regorge de potentialités agricoles importantes telles que la terre et la pluviométrie, d'où cet engagement de la Banque mondiale. Je m'engage pour la Banque mondiale. Il faut faire pression sur le gouvernement afin d'attirer les investissements privés dans le secteur agricole. La Côte d'Ivoire, fortement félicitée par la Banque mondiale pour sa politique agricole au cours de ses assemblées de printemps des institutions de Bretton Woods, a livré sa solution pour un secteur agricole prospère, la transformation, avec en point de mire l'emploi des jeunes. Nous considérons que nous ne pouvons plus rester un pays qui produit. Nous devons donc transformer sur place la plus grande partie de ce que nous produisons. Et c'est ainsi qu'avec la banque, nous travaillons à un appui pour nous permettre l'industrialisation dans le secteur de l'agriculture. Et pour un pays comme le nôtre, nous avons environ 70% de la population qui a moins de 35 ans. Donc nous avons un très fort défi sur la question de l'emploi. Et l'emploi dans le secteur agricole au niveau rural ne suffit plus. Il nous faut en aval de la production et de la transformation, faire des efforts pour pouvoir absorber toute cette jeunesse aujourd'hui qui a besoin d'emploi pour pouvoir se réaliser. Le Premier ministre a par ailleurs déballé le schéma de développement agricole du pays, un système qui part des universités et grandes écoles où a été introduite la formation en agriculture à la prise en compte des défis liés à l'écoulement des productions et à la lutte contre la cherté des denrées alimentaires. Ce schéma est soutenu par la recherche scientifique avec le Centre national de recherche agronomique, CNRA, et l'encadrement des producteurs à travers l'Agence nationale de développement rural, ANADER. La Banque mondiale a rendu publiques ses conclusions de croissance pour l'Afrique en 2017. Il est constaté un rebond après avoir enregistré le niveau le plus bas en 2016. La croissance africaine est de 2,6% en 2017. Selon les dernières données, 7 pays, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Kenya, le Mali, le Rwanda, le Sénégal et la Tanzanie continuent de montrer une résilience économique aidée en cela par la demande intérieure. Ces pays ont affiché des taux de croissance supérieurs à 5,4%. Noël Niagno pour les détails. L'état de la croissance africaine pour 2017 est connu. La Banque mondiale a rendu publique son analyse trimestrielle. Le taux est de 2,6%, soit un rebond après le ralentissement de 2016. 7 pays tirent cette croissance, parmi eux la Côte d'Ivoire. L'économiste en chef du bureau d'Abidjan est revenu sur la performance ivoirienne pour la rendre plus explicite. Depuis 2011-2012, il y a une reprise je dirais, significative des investissements publics. Ils sont visibles par la construction de nouvelles routes, par une augmentation de l'accès à l'électricité, par le développement du système des communications, donc du développement de l'accès à l'eau. Une préoccupation demeure cependant. Il s'agit de rendre cette performance inclusive. Sur la question, 2 pistes de solutions sont à envisager. Il y a la manière d'avoir exclusivement ou en de préférence des investissements publics. Donc ici, il faut des procédures budgétaires transparentes, il faut des choix collectifs qui permettent d'identifier les meilleurs projets et de pouvoir les mettre en place au moindre coût. Le deuxième, c'est aussi de mettre les conditions pour que le secteur privé, pour que les entreprises privées puissent aussi investir dans ces secteurs. Autre action à mener pour amplifier les performances de l'économie ivoirienne, il s'agit entre autres d'investir dans les infrastructures,
de réduire sensiblement les dépenses inutiles, de renforcer les capacités de l'administration. Venons-en à présent à cette flambée des prix du ciment. La tonne de ciment qui se négociait à 85 000 francs CFA, aujourd'hui vendue à 110 voire 115 000 francs CFA. Pourquoi cette augmentation qui fait grincer des dents? Élément de réponse avec Lanciné Bakayoko. Ce n'est pas le résultat d'une décision gouvernementale, mais le prix du ciment est à la hausse. Incompréhension chez les revendeurs. On prenait ça à 90 000, à 83 000, mais maintenant ça trouve 110 000, 120 000. Franchement, ça ne nous arrête pas, on ne peut pas travailler. On est en train de constater les faits, on ne sait pas exactement quel est le vrai problème de la chose. Des augmentations de prix qui provoquent également la colère chez les utilisateurs de ciment. On sait qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, la construction marche. C'est vrai, mais ils n'ont qu'à essayer de voir. C'est la seule chose qui peut nous dépanner dans le travail. C'est la seule chose. Beaucoup gravier, beaucoup fer à béton. Mais s'il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de travail. À qui donc la faute? Si les uns se plaignent de l'incapacité des sociétés de ciment à honorer les commandes sollicitées, les autres justifient par une pénurie liée aux grands chantiers routiers ainsi qu'au boom du logement, avec l'installation des sociétés de béton dans le pays. Pointés du doigt, les cimentiers affirment que la structure des prix n'a pas changé dans les usines. Le prix à l'usine est de 78 036 francs la tonne, le CPJ 32. Et ça, c'est sans le transport. C'est-à-dire que dès que vous arrivez à l'usine, vous dites que je vais acheter soit du ciment, on vous dit que le prix du CPJ 32 à l'usine, c'est 78 036 francs la tonne. Autant dire que la relative augmentation des prix du ciment est purement conjoncturelle. Je me dis chaque année, on arrive à la même situation parce que c'est la période où peut-être les gens ont fini de faire leur récolte. Ils ont tout récolté, ils sont venus, ils ont vendu, soit à Abidjan. À leur retour, ils ont besoin de ciment, ou des gens avaient des chantiers qui étaient déjà en instance. Et comme ils ont vendu, ils ont eu un peu d'argent, il faut qu'ils arrivent à investir, à construire. On a besoin du ciment. Donc la demande devient plus forte que l'offre. En plus de la demande qui a fortement progressé avec la fin des récoltes, plusieurs autres facteurs sont évoqués, dont les travaux de réhabilitation du boulevard du port, où sont logées la plupart des cimenteries. Des travaux qui ralentissent la cadence des livraisons au niveau des points de vente. On doit calculer avec tout ça là. Donc c'est ça qui fait que le ciment là est monté. Bah, si tu as fait 5 jours, une semaine, tu n'as pas eu ciment, tu es obligé. Le dernier serment que tu vas avoir, tu es obligé de mettre quelque chose dessus pour que la semaine qui vient, tu as travaillé ou tu n'as pas travaillé, là tu gagnes aussi. Ce sont toutes ces difficultés à se faire livrer rapidement dans les usines qui amènent les camionneurs à augmenter le transport. Et si nos camions ça pas vite, c'est ça qui fait que ouais, y a augmentation sur les marchandises aussi. À ce jour, 4 cimenteries sont en activité en Côte d'Ivoire. Selon l'Association des producteurs de ciment, les besoins du marché ivoirien s'élèvent à 3,6 millions de tonnes par an. Et pour ajouter, sachez que la production nationale en ciment est estimée à plus de 4 millions de tonnes pour une demande donc évaluée, comme Lanciné Bakayoko l'a dit, à 3 600 000 tonnes. L'offre est donc supérieure à la demande. Alors, comment expliquer cette augmentation ? Le directeur général de l'Agence nationale du service universel des télécommunications, TIC, ANSUT, a donc animé une conférence de presse au siège de l'organe. Il a été question pour le DG Euloge Sorokipea de décrypter un document dénommé l'appel d'Abidjan qui a été adopté par 25 pays africains lors de la 7e édition annuelle d'Africa IT Telecom Forum qui s'est tenue les 10 et 11 avril dernier à Abidjan. Ce document va servir de guide pour relever les défis du secteur TIC en vue de favoriser la mutation au numérique dans les pays africains. On en parle avec Chantal et Ouman Akandan. L'appel d'Abidjan est un document du secteur des TIC. Il s'agit pour les instances africaines, notamment l'Union africaine, de s'y référer. L'Agence nationale du service universel des télécommunications, ANSUT, entend vulgariser ce document
qui invite les États, les gouvernements et les institutions de régulation des services universels de l'Afrique à collaborer pour créer les conditions optimales à la révolution numérique dans les pays africains. En fédérant nos énergies, il y a certaines actions que nous pourrons poser qui nous permettront d'accélérer notre développement ou notre maturité numérique. On doit forcément aller vers une mutualisation de certaines infrastructures, de certaines ressources. L'ANSUT s'engage à faire de l'application de ce document une réalité. C'est déjà de faire en sorte que désormais, quand vous aurez à interagir avec l'État, vous n'avez pas d'autre alternative que de consommer des services TIC. Nous avons principalement aujourd'hui le projet e-santé, le projet e-tourisme, le projet e-fonction publique, le projet e-finance publique, le projet d'Internet gouvernemental et le projet e-éducation. En marge de la conférence de presse, Eloge Soro Kipeya a annoncé la relance du projet Un citoyen, un ordinateur, plus une connexion Internet. Il a indiqué que les bénéficiaires de cette nouvelle phase seront les journalistes. Et cette opération débute fin avril 2017. Le DG de l'ANSUT signale que les tarifs des communications entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ne sont plus facturés en roaming, mais en tarifs nationaux. L'actualité internationale en bref. Au Mali, les 5 régions du Nord ont finalement toutes leurs nouvelles autorités intérimaires. Elles doivent restaurer l'État et préparer les futures élections, mais leur mise en place a été laborieuse ces derniers mois. À Tombouctou et Taoudéni, les derniers représentants de ces nouvelles autorités ont été installés. À 3 jours du premier tour de l'élection présidentielle, les 11 candidats étaient invités jeudi soir sur France 2 dans l'émission 15 minutes pour convaincre. Nous sommes en France, l'élection présidentielle française, donc des interventions marquées par l'attaque mortelle qui a visé au même moment des policiers sur les Champs-Élysées à Paris. Une fusillade a donc éclaté aux alentours de 21h hier jeudi sur les Champs-Élysées. Un policier a été tué, 2 autres sont grièvement blessés. Le ministère de l'Intérieur a annoncé que l'agresseur avait été abattu par des tirs de riposte des forces de l'ordre. L'organisation État islamique a revendiqué l'attentat par la voix de son organe de propagande habituel. Au lendemain de la marche gigantesque organisée par l'opposant à Nicolas Maduro et surnommé la mère de toutes les manifestations, les Vénézuéliens sont de nouveau descendus dans la rue hier jeudi. Le mouvement a été moins suivi, mais comme la veille, où 3 personnes avaient perdu la vie, des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre. Pour terminer ce journal, rendons-nous aux États-Unis où cela fait exactement 3 mois, 100 jours donc hier jeudi 20 que Donald Trump a fait son entrée à la Maison-Blanche. 100 jours qu'il est aux commandes des États-Unis. Quel bilan? On en parle avec Herman Guivet. Nous sommes le 20 décembre 2016. Aux aurores, les écrans affichent le verdict de la présidentielle américaine. Le nouveau président élu s'appelle Donald Trump. Il vient de déjouer tous les sondages et faire mentir les pronostics qui le donnaient pour perdant. Il vient surtout d'entamer le décompte du calendrier des surprises. Le 20 janvier 2017, devant des millions d'Américains et téléspectateurs, Donald Trump prête serment et fait officiellement son entrée à la Maison-Blanche. Le nouveau président signe à chaud un décret présidentiel contre l'Obamacare, réforme phare de son prédécesseur Barack Obama. Il marque sa rupture avec l'ancienne administration. Les décrets s'enchaînent comme un jeu de cartes battu autour d'une table. Le nouveau président américain veut tenir ses promesses de campagne. Donald Trump limoge la ministre intérimaire de la Justice, Sally Yates, pour s'être opposé au décret présidentiel anti-immigration. Il procède ensuite au retrait des États-Unis de l'accord de libre-échange transpacifique, à la suppression des 3/4 des réglementations, puis à la baisse massive des impôts sur les sociétés. Donald Trump décrète la construction d'un mur entre les États-Unis et le Mexique aux frais du Mexique. Question de sécurité nationale. Les ressortissants d'Iran, d'Irak, du Yémen, de la Somalie, du Soudan et de la Libye sont interdits d'entrer aux États-Unis pour une durée de 90 jours. Le temps de revoir les critères d'octroi de visa, à l'exception de ceux qui avaient la double nationalité américaine et certains visas diplomatiques. Dans une interview accordée aux journaux allemands Bild et britannique The Times, il tire à boulet rouge sur la politique des dirigeants européens et accuse l'Allemagne de dominer l'Europe. Sur le dossier syrien,
L'Amérique montre ses muscles. 59 missiles sont lancés en direction de la Syrie en réponse à l'attaque chimique contre Khan Sheikhoun. En Afghanistan, c'est la mer des bombes qui se fait entendre. Décrit comme imprévisible, le mania de l'immobilier et star provocatrice de télé-réalité, devenu président, n'a rien perdu de sa hargne. Dans ses habits de nouveau président, il reste le président américain, élu par les Américains pour défendre les intérêts américains. Et c'est sur ces images que je vous dis au revoir. Merci de nous avoir suivis.